bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Elon Musk dévoile enfin son robot-taxi tant attendu, le Cybercab, et puis aussi un Cybervan. On passe en revue les annonces d'Elon Musk avec le journaliste Emmanuel Torregano qui pense que le patron de Tesla est de plus en plus un nouveau Steve Jobs. De son côté, Amazon fait son show à Nashville aux États-Unis. Le géant du commerce en ligne dévoile des innovations en matière d'intelligence artificielle complètement dingues. Bruno Guglielminetti est sur place, il va tout nous raconter. L'actu de la semaine, c'est aussi Amazon justement accusé de monopole aux États-Unis, Google menacé de démantèlement, en France la French Tech dans la tourmente budgétaire, et puis de nouveaux modèles d'intelligence artificielle, notamment un outil pour créer des vidéos, enfin Apple victime d'une fuite incroyable, son prochain ordinateur dévoilé par des youtubeurs. L'innovation de la semaine, je vous parle d'une invention dans le domaine de l'énergie solaire qui pourrait vraiment changer la donne. Et on évoque enfin le reconditionnement des batteries de voitures. C'est la spécialité de la start-up Marny Energy en France. L'un de ses responsables est mon invité. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du samedi 12 octobre 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Salut, comment allez-vous ? Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'hebdo. Monde Numérique, l'hebdo, c'est chaque samedi 50 minutes de news et d'interviews. Plus d'une heure si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast. Et Monde Numérique, c'est aussi tous les jours de la semaine, des actus, des chroniques, des éditos, des interviews long format, disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Enfin, Monde Numérique, c'est une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en allant sur le site mondenumérique.info. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Les chiffres du mois de septembre sont tombés et ils sont excellents. J'en suis vraiment ravi. Cette semaine, je remercie tout particulièrement les auditeurs qui m'ont envoyé des messages, notamment Mathieu, Luc, Benalias Ben, Raphaël qui dit qu'il a adoré le sujet sur la maison connectée la semaine dernière, et puis Rampack 1503 que je salue qui me bombarde de messages très sympathiques sur YouTube et qui est très fidèle. Enfin, un merci spécial à Alexandre et à Philippe qui ont mis la main au porte-monnaie pour soutenir Monde Numérique en allant sur la plateforme J'aime l'info pour faire un don qui servira notamment à aller au CES de Las Vegas en janvier prochain. Voilà, vous pourrez trouver le lien pour soutenir Monde Numérique si vous le souhaitez sur le site mondenumérique.info. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine avec donc ces annonces de Tesla et Elon Musk. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Avec 2 mois de retard, Elon Musk a enfin dévoilé son fameux robot-taxi. On savait que ça devait arriver, normalement c'était prévu au mois d'août, mais on sait que Tesla est toujours un peu en retard. Alors donc voilà, bienvenue au Cybercab, cet étrange engin qui extérieurement ressemble un peu à l'actuel Cybertruck de Tesla. À l'intérieur, c'est plutôt l'habitacle de la Model 3, mais il y a une grosse particularité, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale. Ce sera donc une vraie voiture robot, une voiture totalement autonome. Elle sera pilotée par intelligence artificielle avec des caméras et non pas des lidars, comme c'est déjà le cas sur les actuels Tesla qui sont en partie autonomes. Elle aura pas mal de particularités, notamment un système de recharge par induction, c'est-à-dire pas besoin de la brancher. Il suffira juste de la positionner au-dessus d'un chargeur, comme les chargeurs sans fil de téléphone portable. Comme ça devrait être un taxi, ce sera utilisé par des tas de clients différents. Il y aura un inévitable problème d'entretien, de propreté. On sait que c'est le gros souci sur tous les véhicules en partage. Et donc là, Elon Musk nous fait jaillir des étoiles dans les yeux en nous parlant de nettoyage automatisé par des robots. Mais on n'a pas beaucoup plus de détails pour l'instant. Et elle coûtera seulement $30,000. Ça, c'est pour le storytelling, c'est pour les annonces. Quand verra-t-elle le jour ? On ne sait pas encore. Il espère démarrer la production en 2026.
Et puis il y a également un autre véhicule qui a été présenté, le RoboVan. Ça, c'est un système de transport en commun. C'est un bus. Il permettra de transporter 20 personnes en ville. Pareil, pas de conducteur à l'intérieur. Avec un look complètement sorti d'un film de science-fiction, mais un film de science-fiction un peu à l'ancienne. C'est assez étonnant. Et là encore, on est sur de la mobilité de nouvelle génération. Tout se fera avec une application mobile. Mais on n'a pas énormément de détails là-dessus. Ce que nous promet Elon Musk, c'est que prendre la route avec ce type de véhicule sera 10 à 20 fois moins dangereux qu'avec une voiture conduite par un humain. Peut-il gagner ce pari? Peut-il s'imposer sur le marché des voitures autonomes qui existe déjà? On sait qu'à San Francisco, Waymo, filiale de Google, fait déjà rouler 700 taxis autonomes, mais qui sont en fait des voitures aménagées. Il y a encore un volant à l'intérieur. On en parle tout à l'heure avec un confrère, Emmanuel Torregano, qui suit ces dossiers-là depuis pas mal de temps de manière très précise. Et puis Elon Musk, lors de cet événement donc qui avait lieu à Los Angeles, dans les studios de Warner, a également présenté à nouveau son robot Optimus, son robot humanoïde, avec toutes sortes de démonstrations qui étaient organisées, mais pareil, beaucoup de show-off et pas forcément encore de choses très très concrètes, notamment sur les dates de commercialisation, etc. Google va-t-il être obligé de se séparer de Chrome ou d'Android? En tout cas, la firme américaine est de plus en plus menacée concrètement de démantèlement. Cette semaine, c'est le ministère de la Justice américain, le DOJ, qui a envisagé une solution radicale suite à une décision rendue déjà en août dernier qui considère que Google est en situation de monopole et de position dominante. Eh bien, la proposition du DOJ, c'est de casser ce monopole en l'obligeant à se scinder. Par exemple, donc se séparer de Chrome, le navigateur, ou encore d'Android, le système d'exploitation pour mobile, ou encore de la boutique d'applications Play Store. Google est en effet en position de quasi-monopole dans la recherche, en tout cas avec 90% de part de marché au niveau mondial. Ça fait plus de 15 ans qu'on lui reproche ça, notamment en Europe, avec diverses sanctions et menaces. Mais là, ça y est, la justice américaine s'en mêle et donc ça pourrait changer la donne. Ce n'est pas sans rappeler d'ailleurs les déboires de Microsoft dans les années 90, qui avaient été menacés également de démantèlement. Finalement, on n'est pas allé jusqu'au démantèlement, mais la firme de Bill Gates avait dû faire des concessions sur un certain nombre de ses produits pour faire un peu plus de place à la concurrence. Amazon est également dans l'œil du cyclone et pour les mêmes raisons. Et Amazon devrait être confronté prochainement à un procès aux États-Unis, toujours pour situation de monopole illégal. C'est une décision rendue publique en début de semaine par la justice américaine qui accuse la firme de position dominante, notamment sur son activité de marketplace, c'est-à-dire sa place de marché, qui met en relation des marchands qui ne font pas partie du groupe Amazon et des acheteurs. Et cela représente quand même aujourd'hui 60% des ventes d'Amazon. Cela dit, pour l'instant, ça ne perturbe pas trop Amazon, visiblement, qui continue d'innover à tour de bras et de moderniser précisément sa marketplace, notamment avec de l'intelligence artificielle. On en parle tout à l'heure avec Bruno Guglielminetti. En France, c'est la French Tech qui est dans la tourmente. Déjà que ça ne va pas très bien au niveau des entreprises de la French Tech, et bien voilà que les contraintes budgétaires s'abattent sur l'écosystème français de la tech. Avec, on le sait, le plan de finances du nouveau gouvernement de Michel Barnier qui cherche à faire des coupes de tous les côtés et qui a donc visiblement l'intention de tailler dans la fameuse French Tech. Alors French Tech, c'est un label soutenu par l'État, mais ce sont aussi de nombreux dispositifs de financement, d'aide aux startups. Et le projet de budget de Michel Barnier, qui a été présenté cette semaine par le gouvernement, prévoit notamment de supprimer l'avantage accordé aux jeunes entreprises innovantes en matière d'exonération des charges patronales. Or, la moitié des startups françaises bénéficient de cette disposition. Ce serait donc un vrai coup dur dans un contexte, je l'ai dit, qui n'est pas très favorable actuellement aux startups françaises, avec même plusieurs faillites ces dernières semaines. C'est donc la nouvelle secrétaire d'État au numérique, Clara Chapaz, qui se retrouve à devoir gérer ce dossier, alors même que Clara Chapaz est précisément l'ancienne patronne de la mission French Tech. Donc, elle est dans une position plutôt difficile. Du coup, elle demande aux députés français de réfléchir à une autre solution pour essayer de soutenir, malgré tout, les startups françaises. Comme chaque semaine dans Monde Numérique, quelques nouvelles de l'IA,
Alors, on ne reviendra pas en détail sur le prix Nobel de physique attribué cette semaine à deux pontes de l'IA, Geoffrey Hopfield et Geoffrey Hinton. Je vous en parle en détail dans un épisode dédié en date du 10 octobre. En revanche, on peut s'intéresser notamment à une annonce de Meta. C'est un nouveau système qui permet de générer des vidéos à partir de l'intelligence artificielle ou à partir plus précisément d'un simple prompt. Vous lui dites ce que vous voulez et il vous crée des petits clips vidéo. Ça a l'air plutôt pas mal, c'est prometteur. Ça vient en concurrence directe avec Sora de OpenAI, mais qui n'est toujours pas sorti. Il peut générer pour l'instant des vidéos de 16 secondes maximum, mais en haute définition. Et en plus, il y a de l'audio généré également par intelligence artificielle. Voilà, donc c'est assez étonnant. On peut même agir après coup sur une séquence vidéo, comme demander par exemple de changer l'arrière-plan ou de modifier la couleur d'un vêtement ou de supprimer un détail, etc. Voilà donc pour MovieGen de Meta. Et puis du côté des grands modèles de langage, les LLM, un petit nouveau dans ce domaine. Il s'agit d'une start-up fondée par d'anciens chercheurs du célèbre MIT américain, Liquid AI, et elle vient de lancer ses premiers modèles d'IA génératifs qui promet des performances supérieures aux modèles existants. Ça s'appelle les LFM, les Liquid Foundation Models, et qui se démarquerait par une architecture très novatrice permettant de notamment, alors pour rentrer un peu dans le détail, d'adapter dynamiquement les échanges de données entre les neurones artificiels. Et ça permet donc d'utiliser moins de paramètres et de puissance de calcul pour arriver malgré tout à des résultats qui semblent très prometteurs. Donc Liquid AI, une nouvelle start-up à suivre. Et on termine ce round-up de l'actu tech cette semaine, qui est assez chargé, par une info étonnante qui concerne Apple. Apple, qui cultive, on le sait, le goût du secret, eh bien, qui vient de se faire avoir par des youtubeurs russes. Ceux-ci ont dévoilé dans une vidéo le futur ordinateur MacBook Pro M4. Alors, on ne sait pas du tout comment ça s'est passé, mais la vidéo est assez incroyable et elle montre carrément le déballage de l'un de ces futurs ordi qui n'ont même pas encore été annoncés. On n'a même pas encore la date de la conférence à laquelle il devrait être dévoilé. Et bon, d'ailleurs, un MacBook Pro qui est assez conforme à ce qu'on attend. Un nouveau processeur, le M4, il sera plus puissant, il aurait plus de mémoire, il aurait la même couleur noir sidéral, etc. Donc pas de nouveauté majeure, mais cette fuite est assez incroyable. La dernière fois qu'il y a eu une grosse fuite concernant un produit d'Apple, c'était en 2010 avec l'iPhone 4. À l'époque, un employé d'Apple avait oublié un prototype du téléphone dans un bar. Cet appareil avait été retrouvé, transmis à des journalistes américains et ça avait fait la une de l'actu pendant plusieurs jours à ce moment-là. On ne sait pas d'ailleurs ce qui s'était passé en interne, mais il y avait dû y avoir un sacré remontage de bretelles. Le débrief transatlantique. Et pour le débrief transatlantique, comme son nom l'indique, on traverse l'Atlantique entre la France et le continent nord-américain. Mais d'habitude, moi j'atterris à Montréal. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'atterris à Nashville, c'est ça, Bruno Guglielminetti, tu es là? Hi Jérôme, how do you do? Qu'est-ce que tu fabriques à Nashville, Tennessee? En plus, à l'heure où on se parle, il est 6 heures du matin, si j'ai bien compris. Ouais. Ben écoute, j'avais besoin de me changer les idées. J'ai dit, tiens, on va aller à Nashville, on va aller écouter de la musique. Ben j'ai bien fait parce que la musique, il y en a partout. Tu enregistres un album, c'est ça, hein? Je peux pas en parler, Jérôme. Je t'ai dit, on n'en parle pas. Ensuite, bon. Donc, officiellement... Donc, ta couverture, c'est quoi? Bon, c'est ça. C'est Amazon qui organisait un événement qui s'appelait Delivering the Future, et donc, essentiellement, livrer le futur. Je le traduis en québécois. Ouais. Et l'idée là-dedans, c'est de présenter à des gens, principalement des gens qui suivent la tech, les avancées et l'innovation chez Amazon, tant au niveau du service avec les clients, au niveau des vendeurs aussi qui utilisent leur plateforme. Ça, c'est intéressant. Puis aussi, l'innovation dans tout le processus qu'ils ont pour être Amazon. Donc, ça veut dire l'infrastructure technologique, mais ça veut dire aussi les usines, on pense aux robots, et puis et parler beaucoup d'IA. L'an dernier, c'était à Seattle, tu te souviendras, on avait fait un truc... oui, on en avait parlé, oui. Je me souviens tellement le son était pas bon, je te parlais de l'aéroport. Écoute, j'espère que là, ça va être un peu meilleur, parce que tu n'as pas ton micro habituel, mais bon, l'IA nous arrange tout ça.
Ouais, mais en gars de radio, tu le sais, c'est le micro qui fait une bonne partie du travail. C'est pas tellement nous. Et donc, là, ça a été vraiment... L'an dernier, on nous parlait beaucoup. Ben, on nous parlait beaucoup. On évoquait l'intelligence artificielle, mais cette année, on l'a vraiment démontré. Là, la dernière année, là, ils l'ont mis partout, ils ont saupoudré. Et contrairement à ce qu'on voit souvent, il y a le nom, mais on voit pas vraiment ce que ça donne. Ben là, ça nous a permis de montrer que oui, et ils sont en train de lever la barre quant à D'accord. l'expérience de l'utilisateur en ligne. Bah, c'est super. Alors, effectivement, Amazon, c'est une vraie boîte de tech, hein, il faut pas Ouais. l'oublier. Ben oui, il faut pas l'oublier, Heu, ça. donc tu dois avoir, vu plein de choses. Qu'est-ce que tu retiendrais, et notamment en matière d'IA? Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Ben, il y a deux choses, moi, que je trouve particulières. Trois choses. Il y a le vendeur, l'expérience du vendeur. Aujourd'hui, ils ont décidé de mettre à la disponibilité. Évidemment, tout ce que je te dis là aujourd'hui, c'est disponible aux États-Unis. C'est pas encore disponible en Europe. Un jour, ça le D'accord. sera. Ah, tu le sais comment ça fonctionne. C'est pas disponible au Canada encore, mais ça s'en vient. Et là, l'idée, c'est de permettre d'avoir presque un agent personnel, un spécialiste d'Amazon qui travaille avec le vendeur. Quand je parle du vendeur, là, c'est celui qui fait des souliers et qui décide d'utiliser Amazon pour les vendre. Et puis imaginez, il y a des très petites entreprises, presque des artisans, jusqu'à des grandes entreprises qui utilisent ça. Et Ouais, c'est le pour tous côté ces place gens, de marché d'Amazon, hein, c'est le côté exactement. marketplace. Ouais. Et donc, tout ce pan d'expérience-là, maintenant, Amazon arrive avec l'intelligence artificielle, mais vraiment là, qui pousse à du 120%. Donc, ça permet d'avoir un assistant personnel qui peut évaluer tes campagnes, qui peut te conseiller, qui peut te parler de programmes qui existent. À un moment donné, si tu veux évaluer comment fonctionnent tes choses, ben lui va passer à travers tout ton catalogue qui est disponible sur Amazon. Il va te dire ce qui marche pas. Tu sais, normalement, ce qu'un humain ferait, mais on n'est pas tous bons à travailler avec l'analytique, lui va t'aider en temps réel si tu le demandes. Si tu lui demandes rien, là, c'est comme s'il n'existerait pas. Mais si tu décides de l'amener dans ta stratégie de positionnement, il peut donc faire l'évaluation de ton catalogue présentement, mais il peut aussi travailler sur la mise en marché d'un nouveau produit. Et si, mettons, tu es dans le domaine du T-shirt, à un moment donné, enfin, au Québec, il y avait eu l'idée d'appeler ça un gaminet. Ça n'a jamais fonctionné, donc un T-shirt. Et là, tu dis, je Un voudrais quoi? Un lancer quoi? un gaminet. Un gaminet? Non Oui, mais ça mais n'a pas fonctionné. Pardon. non, bah, tant mieux, faut arrêter d'inventer des mots, hein, faut vraiment, Ben, je il faut pense, vous calmer là. Bon, non, continue mais je avec pense, Amazon. non, mais ça, c'était un fonctionnaire qui avait un vendredi de libre, puis qui est parti. Donc, je reviens à mon histoire de T-shirt chez Amazon. Alors, disons que le commerçant, lui, c'est ça qu'il vend sur Amazon. Alors, il va lui dire, ben, je voudrais créer un nouveau T-shirt à vendre, mais je sais pas quoi. Ben, l'agent va commencer à analyser le marché, les tendances, qu'est-ce qui plaît aux gens. Waouh! Il va lui revenir en disant, ben, écoute, à l'heure actuelle, là, ce qui fonctionne bien, c'est ça. Il pourrait presque l'aider à faire le design du chandail. Et puis, l'autre aspect qui est chouette, puis je vais terminer là-dessus pour l'aspect du vendeur, c'est que auparavant, quand tu sais, quand on vend, ou nous comme clients, quand on va chercher quelque chose, il y a toujours une fiche technique à côté pour savoir Mmh. quoi le numéro de série, le modèle, combien de centimètres d'un côté, toute l'information technique. Ben là maintenant, avant c'était le vendeur qui devait envoyer ça, puis souvent l'expérience était plus ou moins boiteuse. Là maintenant, ils ont dit regardez, on va vous simplifier l'affaire, prenez une photo de votre produit et nous on s'arrange avec le reste. Waouh! Imagine, pour faire le catalogue. Et donc, l'IA, elle est branchée sur probablement tout ce qui existe de produits sur la planète. On parle de centaines de millions de produits. Et il arrive à chercher les bonnes informations pour le produit en analysant la photo, en reconnaissant le produit. Mais ça s'arrête pas là. Une fois, disons, on prend l'exemple d'un télescope. C'est l'exemple qui nous a été donné. Alors, le commerçant envoie la photo du télescope. Là, il reconnaît le modèle du télescope, a tout le distinctif de cette affaire-là. Puis après, il dit, OK, c'est beau. Là, elle est dans ton catalogue, mais est-ce que tu vas en faire la promo? Normalement, là, la personne aurait contacté le fabricant ou aurait fait une petite session photo. Elle dit, non, non, c'est beau. Est-ce que tu veux du matériel promotionnel? Ben oui. Alors, un peu comme avec les outils qu'on utilise, nous aussi, ils vont générer des images du télescope. On va lui demander dans quel contexte tu veux l'avoir. Est-ce que c'est un soleil couchant sur la bord de la plage et tu vois des gens utiliser le télescope? Est-ce que c'est le télescope tout seul? Et puis, ça va générer ces images-là. Ah Mais pire ouais. que ça génère même de la vidéo.
pour mettre en valeur, tu peux mettre du texte si tu veux. Écoute, c'est juste, le mot qui me vient en tête, là, c'est débile. C'est de voir la facilité avec laquelle les commerçants maintenant vont pouvoir utiliser tous Incroyable. ces outils d'IA pour mettre en valeur leur matériel dans le catalogue, le lister, là, si tu veux, et puis après, ben, en faire la mise en marche, la mise en marché. Alors ça, là, c'est vraiment une grosse nouvelle. C'est d'abord disponible aux États-Unis, puis par la suite, ça ira un petit peu sur la planète. Et puis ce qui est génial, c'est que ça va fournir des outils incroyables, y compris à des petits commerçants Ben, qui c'est n'auraient pas ça. pu se payer ce genre de prestations, en Oui. fait. Ah oui, Mmh. oui, ça, c'est un truc de fou. Puis après, quand on regarde de l'autre côté de l'acheteur, Oui, ben alors là, voilà, là, c'était le bon, vendeur. Du côté de l'acheteur, qu'est-ce qu'il y a de neuf? ben là, l'acheteur, lui, il se retrouve avec des outils qui l'aident. Il y a deux trucs importants qui sont sortis. Il y a la publication, c'est toujours aux États-Unis, mais ça s'en vient par la suite ailleurs. C'est un guide d'achat dans une centaine de catégories de produits. Et donc, tu peux vraiment là, lui poser des questions. C'est fait par le biais d'un agent conversationnel qui s'appelle Rufus. Et ça, on va en entendre parler beaucoup. Et donc, le fameux Rufus, tu peux lui demander des questions en disant, c'est l'anniversaire de ma mère, je voudrais lui faire un cadeau, mais j'ai pas d'idée. Ah, je lui dis, bon, ben, puis il va te répondre en disant, ben, c'est bien généreux de ta part, mais qu'est-ce qu'elle aime, ta mère? Et là, ben, tu vas Achète une donner moto, un truc comme ça. oui, ou une nouvelle maison, ou Ouais, bon, bah oui, un truc simple. ouais, parce que sa Bugatti, bon, elle n'est pas vraiment usagée. Donc, mais là, après, c'est de voir, c'est de donner de l'information sur la personne ou le produit que tu recherches, parce que ça peut être aussi, je me cherche une télé, mais je cherche une télé où qui a besoin de 4 ports HDMI. Et les ports HDMI doivent être derrière, ils doivent pas être sur le côté parce que dans ma mise en place, c'est important. Ben, il va aller chercher les modèles qui sont disponibles. Ouais, Et ça, tout c'est ça en mode vraiment conversationnel. Alors, c'est vraiment un assistant à l'achat qui est là pour aider les acheteurs. Puis ça va vraiment changer l'expérience client. Puis, ultimement, une fois que tu as acheté, disons, ta télé ou ta moto, ben, il faut qu'ils viennent te la livrer. La, la moto, c'est assez facile à repérer dans le camion de livraison, mais ouais. disons que c'est la télé. C'est un petit modèle de téléviseur, de moniteur que tu as acheté. Ben, maintenant, ils ont commencé à embarquer ça sur les camions de livraison de Amazon. Il y a un système de pointage qui couvre l'ensemble de la cabine et qui permet à une intelligence artificielle qui est embarquée dans le véhicule de pointer le ou les bons paquets à livrer à une maison. Donc, le véhicule sait où tu es rendu. Alors, disons que je suis stationné juste devant chez toi. C'est le camion qui m'a amené là parce que je sais que tu as des paquets à livrer. Et là, quand j'arrête le véhicule, automatiquement, l'intelligence artificielle envoie une lumière en disant c'est le paquet que je dois donner à Jérôme Colombin et va mettre des X sur tous les autres paquets qui ne vont pas chez Jérôme Colombin. Donc, s'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois qui doivent être livrés, il va avoir 3 petits ronds verts sur les paquets. Et disons qu'il en manque un. Manque de chance, il est pas là. Ben, tu vas sur le petit tableau de bord, on va voir qu'il y en a deux qui sont identifiés, mais il y en a un troisième qui est pas là. Et donc, là, le livreur va devoir chercher ailleurs pour voir s'il n'est pas ailleurs dans d'autres boîtes. Mais c'est de l'intelligence embarquée dans les camions pour faciliter la vie des livreurs. Et je parlais avec un des livreurs qui avait testé la formule. Il dit, ça enlève 60% du stress d'une journée. Ouais. Si on se lève, on sait tout de suite ce qu'on a à apprendre. C'est comme si on avait un assistant embarqué dans le camion qui nous dit, ben, tiens, voici, c'est le paquet à livrer. Donc ça, le livreur accède à ces informations comment? À travers un écran de smartphone? Non, visuellement, il y a vraiment, c'est des lumières qui pointent sur les paquets. Ah, c'est un système d'éclairage qui pointe Exactement. sur les boîtes? Ah ouais, OK. Exactement. Mais donc, D'accord, d'accord. c'est ça. Donc, visuellement, lui, il a juste, aussitôt qu'il arrête son véhicule, l'intelligence artificielle embarque en face en fonction de l'adresse où il est, pour lui dire, voilà, c'est ces paquets-là ou c'est ce paquet-là qu'il faut livrer. Ouais. Bruno, t'as pas l'impression que c'est aussi le chemin qui se dessine vers des livraisons totalement robotisées à terme, Ah un jour ou ben l'autre? oui, oui. Parce que là, c'est un peu la réflexion que je me suis faite quand j'ai vu, puis c'est intéressant que tu sois là. Quand on est rendu, quand il y a un robot ou une machine qui est en train de te dire c'est ce paquet-là, on s'entend qu'il manque juste le bras pour prendre le paquet, le mettre dans le petit robot qui, lui, va partir puis va aller livrer à la maison. On est à 1 an, là, ou 2 ans de ça, si Ouais. c'est le chemin qu'Amazon veut prendre.
Ouais. Et d'ailleurs, alors, ils ont des robots, hein, évidemment, on en avait parlé l'année dernière, etc. Ouais. Dans Alors, les puis ils nous en ont ouais. présenté une nouvelle génération, là. Et ce qui est intéressant, tu sais, l'an dernier, ce qui avait frappé l'imaginaire, c'était de voir les robots un peu humanoïdes là, qui étaient sur deux pattes. Ben, finalement, ils se sont rendus compte, à force de travailler puis d'essayer de faire quelque chose, ils se sont bien rendus compte que c'était les plus compliqués à faire au niveau de la manufacture, au niveau pour travailler dans des entrepôts. Et que finalement, les robots les plus efficaces, ben, c'était un bras, c'était une tête, c'était des membres que nous, on D'accord. utilise, mais pas nécessairement tout le truc au complet. Alors, les robots qui sont fonctionnels chez Amazon sont de moins en moins des répliques soi-disant de l'humain, mais Humanoïde. beaucoup plus Ouais. c'est beaucoup plus des machines. Et ça fonctionne vraiment. J'en ai vu quelques-unes, là, c'est impressionnant. Merci beaucoup Bruno Guglielminetti, c'est passionnant pour ce coup d'œil sur les innovations d'Amazon, voilà, qui sont visibles ou invisibles parfois, hein. Bon, bah Ouais, écoute, de toute façon transparente, ouais. je te souhaite un bon retour chez toi, camarade. Ben merci. Puis, sais-tu quoi, Jérôme? Si tu veux encore en entendre parler, moi, je t'invite, puis j'invite les auditeurs à rester à l'écoute ou à venir écouter mon podcast parce que tout de suite après notre conversation, imagine-toi donc, j'ai croisé François Sarel qui était ici Oh et je lui ai non, demandé, oui, pas je le lui. sais, celui qu'on entend d'habitude une fois par mois à ton débrief, Ouais, méga, giga transatlantique. je sais, il est toujours dans les mauvais coups. Ouais, mais là, c'est ça. Puis on a parlé un peu de ce qu'on a vu. Ah bah écoute, super. Donc allez écouter François Sorel et Bruno dans ton carnet. Et puis juste avant cela, eh bien écoute, c'est Monde Numérique qui continue pour ceux qui sont avec nous. Et pour ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Je te remercie. Moi, je te souhaite une bonne fin de podcast, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut Bruno, à la semaine prochaine. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, c'est une invention dans le domaine de l'énergie et en particulier dans le secteur des panneaux solaires. C'est une invention qui vient de Grande-Bretagne. Il s'agit d'une cellule photovoltaïque qui serait capable de transformer n'importe quel objet, n'importe quelle surface de notre quotidien en panneau solaire. Elle a été mise au point par une équipe de physiciens, donc de l'université d'Oxford, et cela prend la forme d'un film ultra fin, capable de convertir la lumière du soleil en électricité. Le système fonctionne à base de perovskite. Alors, si vous êtes versé dans les questions d'énergie, c'est un nom qui vous dit sans doute quelque chose. Il s'agit d'un composant minéral, hein, le perovskite, qui a pas mal d'avantages et qui permet donc de créer des cellules photovoltaïques, mais ultra fines, ultra souples et avec un excellent rendement. A priori meilleur même que les actuels panneaux solaires que l'on utilise au quotidien. Parce qu'on sait que l'un des problèmes du solaire, c'est notamment cette question de rendement qui est assez faible. On est passé malgré tout en ces dernières années de 6% de rendement avec les premières générations de panneaux solaires à aujourd'hui 27% environ. Donc, ça ne cesse de progresser. Mais là, avec ce système-là, eh bien, on peut imaginer que dans le futur, il sera possible de mettre des panneaux solaires sur absolument tout et n'importe quoi. Des toits d'immeubles beaucoup plus facilement, même des objets du quotidien, des sacs à dos, des voitures, etc. Cette technique, en fait, empile plusieurs couches de matériaux qui absorbent la lumière dans une seule cellule photovoltaïque. Les recherches autour du perovskite ne sont pas vraiment nouvelles. Il y a déjà des prototypes qui existent dans ce domaine. Il y a beaucoup de centres de recherche qui travaillent là-dessus depuis pas mal de temps. Mais là, visiblement, eh bien, on aurait trouvé le moyen d'en faire un matériau souple, facile à déployer. Voilà, une belle promesse, une belle perspective pour l'avenir. Reste maintenant, bien sûr, à ce que ce type de cellules solaires puisse être produit en masse à relativement brève échéance, espérons-le. Monde numérique, le meilleur de la tech.
On passe aux interviews de la semaine de Monde Numérique. On va rester dans les questions d'énergie et d'environnement avec, dans un instant, un système innovant que vous allez découvrir qui permet de recycler les batteries de véhicules électriques, les batteries de voitures. C'est la start-up Marni Energy. Avant cela, on revient sur les annonces de Tesla, les robots taxis d'Elon Musk. On en parle avec mon confrère Emmanuel Torregano qui pense que Tesla et Apple sont très comparables et qu'Elon Musk est une sorte de nouveau Steve Jobs. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'hebdo premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés long format la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Emmanuel Torregano. Bonjour Jérôme Colombin. Journaliste, fondateur du site du média indépendant Électron Libre et puis également très versé dans la voiture électrique. Tu es l'auteur d'un rapport sur la voiture électrique, la voiture autonome, sorti il y a quelques années. Tu suis ça de très très près. Alors Tesla vient donc d'annoncer enfin son fameux robot taxi, enfin son futur véhicule 100% autonome, sans volant ni pédale, le Cybercab et puis également un véhicule de transport en commun pour une vingtaine de personnes, le RoboVan. Comment est-ce que tu analyses ces annonces ? Alors, je pense que ça va être analysé de façon, à mon avis, assez paradoxale. La première, c'est que oui, les annonces sont assez impressionnantes. Tesla montre clairement qu'aujourd'hui, ils sont une société qui fabrique des robots, au sens où un robot est un produit autonome, c'est-à-dire une IA qu'on va brancher sur une voiture, sur un humanoïde, sur un van, puisqu'ils ont aussi présenté un van. Donc là, ils ont montré en effet quelque chose que moi, personnellement, en tout cas, j'identifierais à ce qu'on a vu à la grande époque d'Apple et de Steve Jobs, c'est-à-dire l'effet waouh. On est face à un nouvel effet waouh. On est devant Tesla qui reprend le flambeau qui était un peu à terre, laissé par Apple ces derniers temps. On peut pas dire que l'Apple Vision Pro a vraiment déclenché un effet waouh, il a déclenché un effet curiosité, mais qu'est-ce que c'est que cette machine ? Comment ça marche ? Comment ça va bouleverser peut-être notre façon d'anticiper ou de fonctionner dans l'informatique familiale ou bureautique, mais c'était pas un effet waouh. Et ça, on l'a un peu perdu. Je pense que le flambeau est un peu... Voilà, il est un peu laissé par terre, à s'éteindre, à se consumer. Et je crois qu'Elon et Tesla l'ont repris, l'ont redressé, l'ont réactivé profondément. Et là, on a un effet waouh. Le RoboVan, c'est un effet waouh. C'était pas attendu et c'est absolument somptueux. C'est très inspiré, en effet, du design art déco qu'on avait sur les locomotives comme la Mercury ou sur les caravanes Airstream, pour ceux qui connaissent, sont des caravanes absolument magnifiques, tout en aluminium, sublime, des années 50-60. Donc on a, de ce côté-là, on a un effet waouh, très important. Et on a de l'autre côté, certainement paradoxalement, les marchés vont analyser on va en tout cas apporter quelques analyses qui peuvent être pas déceptifs, mais qui peuvent conserver une sorte de réserve sur toutes ces annonces-là. C'est ok, c'est très bien, mais on est devant encore une fois un projet futur pour Tesla. 2026, vous allez avoir des Cybercab, c'est-à-dire des voitures autonomes. Ok, super. 2026, on verra. Le RoboVan, il n'y a pas de date. Donc ça, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'on l'aura, malgré ce côté absolument somptueux de cet objet réellement venu du futur en passant par le passé, ce qu'on appelle textuellement une révolution. Derrière ça, les marchés vont vous dire ah oui mais attendez, on n'avait pas parlé d'un modèle 2, une voiture pour tout le monde à $25,000. Où est-ce qu'elle est cette voiture? Et ça, je pense que ça va être certainement rabâché par les analystes. La deuxième chose, c'est que le Cybercab, donc le robot taxi qui s'appelle maintenant Cybercab, il pose énormément de questions. Il ne se branche pas. Donc, c'est entièrement de la recharge par induction. Ok, mais où ? Comment ? C'est quoi exactement la machine qui fait ça ? Est-ce que ça veut dire que Tesla va devoir rééquiper l'ensemble de ses superchargeurs avec des recharges par induction ? C'est un énorme boulot, c'est beaucoup d'argent. Donc on se pose encore une fois la question de quelle sera la rentabilité ou quelle est la capacité de Tesla à tout d'un coup faire évoluer entièrement son modèle vers des systèmes, vers des véhicules à recharge par induction. Donc il y a énormément de paradoxes dans cette présentation. Bon alors c'est une révolution, c'est une rupture ou bien c'est encore du bullshit à la Elon Musk finalement ? Comment est-ce qu'il faut voir les choses ?
Les analystes et la presse IT se sont toujours trompés sur les innovations de rupture. Toujours. Elles ont toujours raconté n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que ça vient bousculer, parce que ça pose plus de questions que ça n'amène de réponses. Les marchés détestent ça. Et la plupart du temps, la presse IT est bien, elle aussi, confortablement assise dans son fauteuil et elle regarde les innovations et elle les juge et elle se dit, ah bah ça c'est bien ou ça c'est pas bien, oubliant que finalement le marché, ça n'est pas ça. Le marché, c'est quelqu'un qui adopte ou non sur d'autres critères des produits. Donc, on va avoir en effet un scepticisme, certainement. Et pour certains pour certains aspects, ce scepticisme est totalement justifié. Par exemple, la fameuse recharge par induction, comment va vraiment fonctionner le fait de louer son propre robot-taxi à d'autres gens, comment est-ce qu'on fait pour le nettoyer. Donc, ils ont présenté une machine qui est censée le nettoyer, ok, très bien, mais donc il y aura des machines partout, à tous les coins de rue, dans toutes les villes, ça pose un vrai problème. Au-delà de ça, il y a même un problème qui est une sorte de parasol de toute cette histoire-là, ou de parapluie, c'est quel pays va accepter ce genre de véhicule? Aujourd'hui, on sait que l'Europe n'en veut pas, qu'il faudra peut-être des années, qu'il faudra des discussions très longues au niveau européen pour réussir à faire rentrer des voitures comme le Cybercab, c'est-à-dire sans pédale et sans volant. Aujourd'hui, c'est interdit. Il faut pouvoir faire avancer ce modèle-là. L'Asie va certainement l'accepter assez rapidement, mais il y aura certainement des contraintes parce qu'ils vont faire du protectionnisme. Les États-Unis l'acceptent dans quelques États, le Texas, la Californie notamment. D'autres vont certainement s'élargir, mais ça pose un problème de marché. Bref, il y a énormément d'interrogations qui sont posées par cet événement Tesla, mais il y a aussi, je pense, et au-delà de tout ça, un véritable effet waouh. Et l'effet waouh, c'est ce qui fait et c'est ce qui a drivé la croissance d'Apple pendant 15 ans et en a fait la plus grande entreprise du monde. En dispute régulièrement avec soit Microsoft, soit Nvidia ces derniers temps. Mais ça en a fait une des plus grandes entreprises du monde. Et je pense que Tesla est sur cette voie-là. Alors ça, c'est pour l'aspect communication, on va dire. Mais au-delà de ça, Emmanuel, est-ce que, selon toi, la vision d'Elon Musk pour la mobilité, d'une manière générale, est réaliste ou on est dans le fantasme complet ? Je pense qu'elle pose énormément de questions auxquelles Musk va devoir répondre, qu'on est devant en effet un proof of project, c'est-à-dire quelque chose qui va se définir dans le temps au fur et à mesure que Tesla y apportera les détails qui nous permettront de comprendre comment ils le font. Toutes ces étapes-là, elles ne sont pas encore remplies. Il y a énormément de blanc entre ce qu'on nous a montré hier soir et le produit demain dans les rues, dans les garages des gens en Californie. Là, il y a vraiment énormément d'étapes qu'il va falloir remplir. Je ne dis pas qu'ils ne les ont pas. Je pense que Tesla aujourd'hui est une boîte sérieuse. Depuis 5-6 ans à peu près, c'est une boîte sérieuse. C'est une boîte qui anticipe. C'est même Musk a changé. Je pense qu'il a connu sa deuxième révolution comme Steve Jobs au retour de l'exil forcé dans les années 90, où il avait tout d'un coup compris ce que c'était que de gérer une boîte et non plus simplement de se faire plaisir. Et je pense que Musk est là-dedans. Je pense que Musk a connu sa seconde révolution. Il l'a connu avec notamment le rachat de Twitter qui est devenu X. Il l'a connu avec l'importance qu'il a tout d'un coup dont il s'est rendu lui-même conscient de son rôle dans la société. C'est-à-dire qu'il n'était plus simplement quelqu'un qui voyait dans les projets une réalisation de ses rêves d'enfant. Les fusées, les voitures électriques, tout ça, c'était une sorte de projection de ce qu'il a connu lui dans son enfance en tant que geek ou nerd, ça dépend comment on veut, en Afrique du Sud, qui était imbibé de pop culture des années 80. Il n'est plus simplement ça. Il a compris qu'il devait faire autre chose, qu'il devait changer le monde, comme Steve Jobs. Comme Steve Jobs, quand il revient et qu'il pense différemment, think different, c'était ça dont il s'agissait, dont il a compris tout d'un coup que l'œuvre d'Apple, c'était une œuvre qui était autant sociétale que technologique que commerciale et que le succès de sa boîte allait dans le succès de sa vision. Et je pense que Musk est à peu près dans la même état aujourd'hui et qu'on est dans un rise and fall, hein, c'est-à-dire Musk a 15 ans devant lui de rise et il faut en profiter parce que ça sera certainement assez incroyable comme ça l'a été avec Jobs ou avec d'autres avant, Edison, Ford, enfin bon bref, on a plein d'exemples de ce genre-là et c'est toujours des rise and fall. Donc c'est toujours 15 ans, 10-15 ans à peu près et puis pouf, ça tombe. Et c'est normal. C'est après on s'embourgeoise quoi, comme Apple aujourd'hui. Bref, donc il y a un chemin à procéder. Ce chemin, on n'a pas encore toutes les étapes, mais je pense qu'elles nous seront révélées au fur et à mesure.
Je ne n'écarte pas le fait qu'on puisse avoir évidemment du retard. Oui, c'est Tesla un peu la est spécialité de Musk, hein, enfin, de Ouais, Tesla. Tesla est assez peu connu pour respecter les délais pour plein de raisons, qui ne sont d'ailleurs pas forcément, uniquement, de leur fait. Je pense qu'il y a un énorme problème aujourd'hui, de législation autour de ces produits-là. Il va falloir un jour quand même que ils se penchent là-dessus. Et puis, bah, on n'évite pas de parler d'Optimus. Optimus, c'est le robot. Le robot, il va vite. Ce qu'on a vu hier comme démonstration, c'est-à-dire qu'ils ont placé des robots dans la foule et les gens pouvaient interagir naturellement avec eux comme si c'était un humain. Euh, et là, on a vu la puissance, en tout cas, moi, ce que j'estime être la puissance de ce que c'est qu'un LLM, donc un grand modèle de langage, euh, mis dans une machine qui va marcher et agir, interagir avec les hommes, c'est-à-dire un humanoïde. Et là, c'est vraiment puissant. C'est-à-dire que en utilisant ChatGPT, Gemini ou d'autres grands modèles de langage, ce qu'on expérimente avec les claviers ou avec l'audio, on l'expérimente tout d'un coup dans un robot, et ça lui donne évidemment, puisque c'est le but des LLM, c'est de travestir, c'est d'imiter. C'est de réussir à être de l'autre côté de ce fameux test de Turing. On imite l'humain jusqu'à finalement brouiller les frontières entre l'humain et le robot. Et ben quand vous le mettez dans un vrai humanoïde, c'est assez sidérant. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez une discussion avec un robot et vous avez une discussion comme si vous aviez une discussion avec un pote, comme si on avait une Mhm. discussion là aujourd'hui, même si derrière, il n'y a pas d'intelligence, qu'on sait que c'est des algorithmes, que c'est des algorithmes prévisionnels de qu'est-ce que je dois répondre au mieux parce qu'on m'a dit ça. C'est-à-dire, je fais de la statistique de mots les uns après les autres. C'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est assez bluffant, j'avoue. Et Mais là Emmanuel, encore, ça pose un problème législatif. ouais. Quel pays va accepter qu'on ait un robot dans les maisons? Et c'est pas un robot aspirateur, c'est un peu plus complexe que ça. Merci Emmanuel. Emmanuel Torregano du site Électron Libre. Merci Jérôme. Bonjour Pierre-Antoine Prénat. Bonjour Jérôme. Vous êtes responsable des opérations de la société Marny Énergie, basée dans la région de Lyon. Ravi de vous accueillir dans Monde Numérique, dans la rubrique Objectif 2050, en partenariat avec EDF. Alors, l'activité de Marny Énergie consiste à récupérer les batteries des véhicules électriques pour leur donner une deuxième vie. Expliquez-nous ça. Alors c'est ça exactement. Donc nous on se place comme étant une seconde vie des batteries, donc qui n'est pas une alternative au recyclage, mais plutôt qui permet de prolonger la durée de vie de ces batteries de véhicules électriques avant qu'elles soient recyclées. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui ces batteries, enfin les véhicules sont assez facilement orientés vers les casses automobiles et il y a assez peu de débouchés derrière, si ce n'est du recyclage ou du broyage pour de l'enfouissement. Donc nous, on propose de récupérer ces batteries et de les revaloriser dans des solutions de stockage d'énergie stationnaire avec une puissance industrielle. Et alors, ces batteries, qu'est-ce qu'elles deviennent après? Vous les utilisez pour faire quoi? Et alors, il y a beaucoup d'usages possibles. Nous, on les a catégorisés en 3. Alors d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle de la batterie tampon. Typiquement, à nouveau pour développer et déployer des flottes de véhicules électriques ou notamment des stations de bornes de recharge. Souvent, il faut intervenir pour venir renforcer le réseau. Ce qui peut être long, coûteux, polluant, etc. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser donc notre conteneur directement pour gérer les besoins lors des pics de recharge. Donc il se branche directement sur le réseau existant, il se charge de façon linéaire et c'est lui qui va générer l'énergie pour les pics de recharge. Ensuite, le cas un peu classique, ça va être du stockage et de l'optimisation de production d'énergie renouvelable. Notamment soit pour pouvoir gérer sa réinjection sur le réseau, soit pour pouvoir être complètement autonome. Je pense à une industrie qui fonctionnerait 24 heures sur 24 sur le modèle des 3.8. Elle peut tout à fait produire son énergie la journée et fonctionner de façon autonome 24 heures sur 24 grâce à notre batterie shelter. Et le dernier cas d'usage, c'est le cas du générateur. En fait, on propose des capacités et des puissances qui permettent d'être une alternative à n'importe quel groupe électrogène thermique. Donc sur une semaine d'utilisation, on a estimé que ça pouvait représenter jusqu'à 1 tonne de CO2 économisé. D'accord. Donc c'est aussi bien c'est principalement pour les entreprises, mais également pour les particuliers, par exemple, pour des habitations?
Alors nos solutions sont plutôt à destination des entreprises parce qu'on est sur des puissances en termes de capacité de stockage, on commence à 120 kWh et on va jusqu'à 900 kWh et on propose jusqu'à 200 kW de puissance. Donc c'est un petit peu gros pour du particulier, ça va être plutôt effectivement soit pour du groupement de copropriété, donc plutôt à l'échelle d'un immeuble ou d'un lotissement, soit directement effectivement pour les professionnels. Alors comment vous faites? Vous récupérez des véhicules électriques et puis vous les démontez, et vous retirez les morceaux de batterie? Dans l'idée, c'est ça effectivement. Donc faut savoir que Marny Energy est une jeune société, on a été créé en avril 2023, mais en fait on s'appuie sur un savoir-faire qui est beaucoup plus ancien. Donc Marc Arény, le fondateur du projet, avait déjà fondé une première société qui s'appelle EV Shop, qui a été fondée en 2014 et qui est spécialisée dans le rétrofit de véhicules thermiques en véhicules électriques. Donc on a une forte expérience et connaissance de ces batteries-là. Et donc en fait, c'est ces 10 ans d'ancienneté et d'expérience qui nous ont permis d'avoir un produit qui était opérationnel assez rapidement et qu'on peut commercialiser aujourd'hui. Et ça concerne n'importe quel type de véhicule électrique. Vous pouvez récupérer les batteries de n'importe quelle voiture. Alors nous, on a travaillé pour développer notre propre carte électronique qui nous permet de communiquer avec l'ensemble des packs batteries qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui. Ça va plus avoir un impact au niveau de l'intégration physique des batteries dans nos solutions, parce que la spécificité qu'on a nous chez Marny Energy, c'est qu'on travaille directement avec les packs batteries et non pas avec les modules. En fait, beaucoup d'acteurs qui travaillent avec la seconde vie travaillent à l'échelle du module. C'est ce qu'on appelle les cellules, c'est ça? Alors en fait, un pack batterie, c'est une grande boîte en aluminium qui est fixée sous le châssis des voitures électriques. Et à l'intérieur de cette grande boîte en aluminium, il y a des compartiments un peu plus petits qu'on va appeler des modules. Donc qui sont présents dans le pack batterie directement, et à l'intérieur de ces modules-là, c'est là que sont situées donc les cellules qui sont ni plus ni moins que des piles en fait alignées les unes à côté des autres. Et donc beaucoup travaillent à l'échelle des modules, donc ils ouvrent les packs batterie et ils sortent les modules à l'intérieur pour les réassembler dans des nouveaux contenants pour les réintégrer dans des solutions. Nous chez Marny Energy, on travaille directement avec les packs batterie, donc ce qui nous permet de diminuer grandement les manipulations et aussi de diminuer au maximum les déchets générés par ces batteries, puisque finalement on réutilise la batterie, on réutilise le casing en aluminium, il y a simplement une partie de l'électronique qu'on réutilise pas, notamment parce que les constructeurs automobiles ne nous donnent pas accès à leur électronique et la communication avec ces systèmes-là. Mais donc notre plus-value, ça a été de pouvoir développer notre propre carte électronique qui nous permet d'échanger directement avec le pack batterie au complet. Donc effectivement, on est capable de communiquer avec la plupart des packs batteries qui sont en circulation aujourd'hui sur le marché européen. Simplement en termes d'intégration physique, on s'est concentré plutôt sur du Tesla, sur des packs batteries de chez Tesla et de chez Volkswagen, parce que c'est les plus grosses flottes en circulation aujourd'hui, donc c'est les batteries qu'on va pouvoir se procurer le plus facilement. Et ça va surtout avoir un impact au niveau de l'hardware de nos solutions. Mais pourquoi est-ce qu'on change une batterie sur une voiture? C'est parce qu'elle marche plus. Enfin, parce qu'elle est trop vieille, elle a fait trop de cycles de rechargement, c'est ça? Alors il y a des cas qui sont effectivement des batteries qui sont usagées et qu'il faut effectivement changer. Donc elles peuvent être usagées pour un usage mobile dans une voiture et être encore bonnes et tout à fait valables pour un usage stationnaire qui est beaucoup moins contraint et où la contrainte de place c'est pas forcément aussi importante que dans un véhicule. Mais il y a aussi nombre de véhicules en fait qui sont orientés vers la casse de par des accidents, et en fait de par l'intégration de la batterie dans le véhicule, donc qui est sous le châssis, il faut se dire que s'il n'y a pas eu de dommages corporels lors de l'accident, il y a de fortes probabilités que la batterie soit encore en très bon état. Enfin, on a un exemple qui est assez parlant. Très récemment, on a intégré une batterie dont le véhicule avait seulement 38 km au compteur. Donc le véhicule était à la casse, la batterie était vouée à être broyée et soit recyclée, soit enfouie. Et il y avait aucun avenir pour cette batterie-là. Et donc nous, on l'a récupérée, on l'a réintégrée dans nos solutions. Et a priori, sa seconde vie va être bien plus longue que la première, qui n'a duré que 38 km. Ouais. Oui, parce qu'en plus, celle-là, elle est quasiment neuve, quoi. Donc, elle sera encore plus performante. Ça, exactement. Et donc, en fait, nous, on a commencé à échanger avec les différents acteurs de la filiale et il y a un consensus selon lequel seulement 3 à 5% des batteries de seconde vie sont réellement défectueuses.
Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de développer des solutions comme la nôtre, parce que avec le développement des flottes de véhicules électriques, il y avait besoin de trouver une débouchée, ou quoi faire de ces batteries effectivement une fois qu'elles étaient mises sur le côté. Et de par les objectifs aussi ambitieux de décarbonation de nos économies, forcément ça va passer par un changement, une révolution un petit peu au niveau de la production d'énergie, et notamment la part croissante des énergies renouvelables dans la production mondiale d'électricité. Ça nécessite d'avoir des solutions de stockage à côté. Notamment EDF estime d'ici à 2035 35 gigawatts de besoin de stockage à l'échelle mondiale. Nous on s'est dit pourquoi pas revaloriser en fait les batteries de véhicules électriques qui sont aujourd'hui jetées et broyées, plutôt que de créer de nouvelles batteries en fait, ce qui est aussi quelque chose qui peut s'avérer polluant dans la production. Et vos batteries, ensuite, elles ont une durée de vie de combien d'années, par exemple ? Alors nous, on peut difficilement promettre plus que le recul qu'on a aujourd'hui. Notre expérience personnelle nous dit qu'on peut les relonger on peut rallonger la vie des batteries de manière significative. On exploite notamment des batteries de Tesla depuis 2013, et après près de 100 000 heures de fonctionnement, elles sont encore à 88% de leur capacité. Donc ça aurait été quand même dommage de les détruire. On garantit nos produits pièces et main d'œuvre pour 5 ans. On estime rallonger la durée de vie des batteries entre 10 et 15 ans. Mais reposez-moi la question dans 10 ans et je vous dirai probablement qu'on la rallonge de 25 ans. En tout cas, c'est plutôt prometteur. Et en fait, comme l'usage est beaucoup moins contraint et qu'on est beaucoup plus apte à gérer les charges et les décharges avec des seuils fixes, en fait, on va beaucoup moins abîmer ou forcer la batterie et la contraindre. Et donc, en fait, elle dure donc beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Prénat, responsable des opérations de Marny Énergie. C'est la fin de cet épisode de l'Hebdo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Ne ratez pas les versions intégrales des interviews si vous ne les avez pas écoutées dans Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. N'oubliez pas de réagir si vous le souhaitez. Vous pouvez m'envoyer des messages via le site mondenumérique.info, via les réseaux sociaux, via le chat Monde Numérique également accessible à travers la newsletter. Merci pour vos commentaires, merci pour vos petites étoiles sur Apple Podcast notamment, qui sont très importantes pour le référencement. Merci pour votre soutien, y compris financier. Vous pouvez faire un don si vous appréciez Monde Numérique en cliquant sur le lien disponible en haut de la page d'accueil de mondenumérique.info. Pardon si vous postez des messages sur Spotify, ce que je vous invite à faire, mais quelquefois j'ai un peu de retard à l'allumage dans la validation de ces messages, donc il faut un peu de temps pour qu'ils apparaissent publiquement. Voilà, continuez à écouter cette émission, surtout parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, abonnez-vous à la newsletter. La newsletter, c'est chaque jour une info ou une petite interview express, c'est facile à lire, c'est rapide et c'est informatif. En principe, ça devrait vous intéresser si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech, salut.